Bonjour. Cette leçon est un complément à propos de la papeterie Bourgault dont on a étudié la toiture dans un des exercices. Vous voyez dans cette image une image du bâtiment lorsqu'il était proche d'être terminé et mis en service. Ça vous donne un petit peu une idée de l'échelle. Ici, j'ai créé une maquette de cette toiture où l'on reconnaît le câble que l'on a calculé dans l'exercice. À ce câble sont suspendues des charges. Ces charges, elles sont suspendues au travers de suspentes qui traversent la toiture, parce que dans mon cas, la toiture, l'élément horizontal en bois, n'est pas assez lourd pour introduire une charge suffisante. C'est pour ça que j'ai introduit cet élément supplémentaire. On peut tout de suite remarquer aussi, en étudiant un sous-système pour une charge qui est immédiatement en dessous de l'appui, que cette suspente ne va pas charger le câble, mais directement introduire son effort au niveau de l'appui. Donc pour la modélisation de la forme du câble, j'aurais pu éviter de mettre ces deux charges à gauche et à droite. Dans l'exercice, nous n'avons pas tenu compte réellement de ce qui se passait dans la toiture et nous avons introduit un appui fixe à gauche et à droite de la structure. Remarquons tout de suite qu'il n'y a pas d'appui, en ce sens que l'espace en dessous de ces deux appuis, à gauche et à droite, dans la réalité, est vide. C'est même un des arguments ou un des avantages de cette structure. Alors s'il n'y a pas d'appui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'effet de cet appui est remplacé par la toiture elle-même qui reprend un effort de compression. Mon modèle ici n'est pas assez précis, mais ce que nous avions dans l'exercice, nous avions effectivement un petit morceau de toiture que je dessine ainsi, un morceau de câble qui avait cette forme, et puis évidemment ici on avait une certaine charge, cubée, l'effort dans une suspente de bord. Si maintenant je distingue les deux sous-systèmes, je vais avoir le sous-système du câble qui inclut la charge cubée. Pour être en équilibre, il doit avoir une force d'appui en traction à l'extrémité de ce câble, et puis un autre sous-système avec l'extrémité de la toiture sur laquelle agit cet effort T, alors qu'il n'est plus un effort de traction, qui est un effort maintenant de compression, en sorte que la toiture est réellement en compression. La structure que nous avons ici est donc en fait une forme d'arc et câble. Bien sûr, ce qu'on a fait dans l'exercice en ne traitant que le câble est tout à fait correct. Le câble est un câble, mais l'ensemble de la structure est un arc et câble. On remarque évidemment aussi que l'ensemble de la structure ressemble à un pont haubané, à un pont suspendu, comme on l'a par exemple au Golden Gate. Avec une différence particulière, c'est que à l'extrémité des ponts suspendus, on a des gros blocs d'ancrage qui ont pour but d'ancrer la force à l'extrémité du câble. Cet effort T que l'on a à l'extrémité. Ici, au contraire, on n'a pas de bloc d'ancrage. Pourquoi? Parce que l'effort, comme je l'ai montré, est introduit dans la toiture, dans la traverse. On a donc affaire à un système suspendu, auto-ancré. Ces systèmes sont assez rares parce qu'ils nécessitent, on va le voir tout de suite, ils nécessitent de pouvoir construire l'intégralité de la toiture ou de l'élément qui va reprendre la compression avant de construire le câble, ce qui est très généralement impossible lorsque l'on construit par exemple un pont suspendu de grande longueur. Avant de venir à la méthode de construction de cette structure, nous voulons regarder comment elle se comporte sous charge asymétrique.
je dessine en bleu, à droite et à gauche, le niveau 1, qui est le niveau du haut de la toiture avant que l'on introduise une charge supplémentaire. J'introduis maintenant cette charge sur la droite et on voit que la traverse descend immédiatement et se déplace. J'indique maintenant en orange le niveau de la toiture après le mouvement. Et je la caractérise par un 2. On voit donc que sur la droite, là où la charge a été ajoutée, la toiture est descendue de manière significative, alors que sur la gauche, elle est montée aussi de manière assez significative. Quel est le comportement réel de la structure? C'est une question qui vous avait été posée, ou plus exactement, vous avez demandé comment est-ce qu'on pourrait rigidifier la structure sous l'effet de charges asymétrique. Il fallait d'abord comprendre comment la structure fonctionne. Essentiellement, ce que l'on voit ici, c'est que la structure fonctionne un peu comme une grande balançoire. Lorsqu'on met une charge d'un côté, bien toute la structure bouge. Et donc, augmenter le diamètre du câble ne va pas changer grand-chose à ce qui se passe, ou ne va rien changer du tout. De même, changer la rigidité de la toiture ne va pas avoir d'influence. On voit que la toiture ici, elle est largement assez rigide, elle se déforme pas, mais ou très peu, et donc ça aurait très peu d'influence. Certains se sont posé la question, alors qu'est-ce qui se passe? Parce que dans la leçon sur la rigidification des câbles, nous avons dit que l'utilisation d'une poutre de rigidification permettait d'améliorer le comportement. C'est tout à fait juste. Si j'étudie, par exemple, cette partie-là du câble, sur lequel j'ai mis une poutre de rigidification, alors si je viens ajouter une charge supplémentaire, ce qui va se passer, c'est que la partie jaune, et probablement au-delà, va faire que la charge supplémentaire n'agira pas juste à un endroit, mais va être répartie sur plusieurs suspentes, avec pour conséquence que le câble se déformera, mais se déformera moins que sous une charge ponctuelle. Par contre, lorsque l'on a une charge asymétrique, eh bien, on n'empêche pas ce mouvement puisqu'on voit bien, on a vu dans la vidéo, que le mouvement est un mouvement d'ensemble. Ce qu'on aurait pu faire pour rigidifier la structure, ça aurait été de fixer la toiture aux pylônes, aux endroits que j'ai marqués d'une croix, parce qu'à ce moment-là, on aurait empêché le déplacement horizontal et ça aurait pour conséquence que le déplacement vertical aurait aussi été plus faible. Mais on verra tout à l'heure en rapport avec la méthode de construction de la structure que ça n'était pas réellement faisable. Regardons justement comment cette toiture a été construite. C'est un système très particulier qui n'est pas utilisé très souvent, mais c'est justement un exemple intéressant. On voit que les pylônes ont d'abord été construits. Donc on a les 2 pylônes. Et puis le câble de la travée centrale a été mis en place avec des suspentes. Puis on a mis en place la partie centrale de la toiture. Dans cette configuration, on a exactement la même configuration que pour un pont suspendu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'efforts longitudinaux dans la toiture. Et puis ensuite, on est venu ajouter les câbles latéraux de part et d'autre, et puis simultanément, on a ajouté l'élément de toiture correspondant. Cet élément, il est en compression et il vient s'appuyer sur la partie intermédiaire de la toiture qui se retrouve également en compression, ce qui fait que la compression de la partie gauche se trouve annulée par la compression de la partie droite et la structure est en équilibre. Si l'on avait choisi la solution que je mentionnais tout à l'heure de fixer la toiture au niveau du pylône, alors cette compression elle ne serait pas passée dans la partie centrale et on aurait dû reprendre cette compression dans les pylônes, ce qui aurait conduit à devoir les dimensionner de manière plus importante. Alors ça c'est une méthode de construction très particulière qui à ma connaissance n'est pas utilisée très souvent, mais elle peut être utilisée, on peut s'en inspirer si l'on considère construire une telle structure suspendue auto-ancrée.
Dans cette leçon, nous avons vu que la toiture de la papeterie Bourgault est en réalité un arc et câble avec un câble porteur et la toiture en compression. Il s'agit également d'un système suspendu auto-ancré dans lequel on n'a pas de bloc d'ancrage aux extrémités. Nous avons vu aussi comment cette structure a pu être construite.